Aujourd'hui, on va parler encore une fois des données gyroscopiques et de la stabilisation vidéo. Mais c'est plus SteadyXP, c'est Gyroflow. On enregistre les données gyroscopiques grâce à un outil, n'importe lequel. Un téléphone, une GoPro, Runcam, ils ont sorti des flow shutters et des petites box, les black box qu'il y a sur les drones FPV. Donc Gyroflow a été développé pour ces drones FPV justement, à la base. Mais aujourd'hui, il atteint un plus grand marché, car c'est open source avec la licence GNU 3.0 et faut dire que ça fonctionne plutôt pas mal. Donc là, on est avec Real Steady, 2 GoPro, et je vous le mets même avec Gyroflow. Mon test, j'ai une GoPro 7 à l'arrière, une GoPro 9 bien fixée ici, le Laowa 9 mm et je vais essayer ensuite avec le Fujinon 56 mm. L'avantage premier entre Gyroflow et SteadyXP, c'est que Gyroflow synchronise avec l'image. Avantages et désavantages, je vous en parlerai en post-production, mais pas avec le son. Donc du coup, on peut mettre du son. Surtout si, comme sur mon X-T3, vous avez des problèmes de cross-clicking, c'est-à-dire que en fait, le canal droit et gauche se rejoignent et donc le son à droite est un peu à gauche et vice-versa. Alors première chose à bien faire attention, c'est de bien fixer les GoPro parce que par exemple là je peux bouger la GoPro 7, ça veut dire que les données gyroscopiques vont ne pas forcément être en accord entre la GoPro et la caméra. Dans tous les cas ici c'est pas ça qui va poser problème, je vous l'ai mise là pour vous montrer qu'en fait ne pas être dans l'axe capteur crée aussi des petits problèmes. Donc la deuxième GoPro est attachée de manière vachement plus dure, vachement plus solide. Et il ne reste plus qu'à filmer. Et ça tourne. Donc, on va faire un petit plan. On verra bien la stabilisation. Voilà. Et je vais me lancer sur un plan un peu plus costaud. Un petit défaut qu'on a, comme vous pouvez le voir maintenant, c'est que par contre, pour les objets près, tous les petits mouvements sont quand même transmis parce que l'objet près dans tous les cas a un trop gros décalage par rapport à l'objet du fond. Maintenant je vais faire le petit essai avec le 56 mm qui est 85 sur du full frame. Ok, j'en profite d'avoir le super joli objectif de sortie pour faire un petit plan. Oh, mes écouteurs. Je voulais vous dire que maintenant, on va devoir passer à l'ordinateur. Mais avant ça, j'aimerais bien vous montrer une application qui s'appelle Sensor Logger. En fait, même si on n'a pas de GoPro, avec juste notre téléphone, donc avec iPhone, on est limité à 100 Hz, c'est presque pas assez. Mais ça fonctionne. Donc même si vous n'avez rien, vous pouvez juste coller votre téléphone au cul de la caméra et faire votre vidéo. On va essayer de faire un dernier plan avec ce 56 mm, donc que je répète 85 en full frame, et l'application. Donc ça va être un peu en mode YOLO comme ça. Normalement, il faut qu'il soit bien stable. Et c'est parti. Alors, note importante, quand on a un téléphone, ce qu'il faut faire, c'est des mouvements comme ça. Parce qu'il va falloir trouver quel axe et quel axe. Donc des mouvements assez forts. Bon, je peux pas trop parce qu'il n'est pas fixé.
calibrer, il faut remettre la carte SD. Faut pas oublier. Donc, ensuite, on lance le screencast, sinon vous ne pourrez jamais voir. Et je ne sais plus comment on fait. Commande POM 5. OK, c'est ça. Enregistrer l'écran complet. Dans Lens Profile, donc profil de lentille, d'objectif, je ne sais pas comment ils le traduisent, on peut l'ouvrir pour ensuite ouvrir la target, la cible. Et une fois qu'on a notre cible, on peut filmer. Je vous conseille de monter ultra haut dans les ISO, à fond de balle, de mettre un peu de motion blur et surtout d'ouvrir. Alors, hop, comme ça, il n'y a pas de flou. Et attention à toujours avoir la mise au point au bon endroit. Et rebelote. Cette fois avec un objectif beaucoup plus différent. Donc même concept, hein, on va essayer d'ouvrir un peu quand même. Le coin, l'autre coin et le quatrième. Et puis on est bon. Parfait. Maintenant, c'est parti au logiciel. Donc nous voilà de retour à l'appartement. Alors après avoir shooté du coup les feuilles de calibration. Donc une fois qu'on a shooté notre cible de calibration, en fait on va aller ouvrir notre notre feuille de calibration. Où est-elle cette coquine? La feuille de calibration, donc une des deux, on s'en fiche. Je vais vous prendre la deuxième, je ne sais même plus laquelle c'est, et on peut du coup mettre le rolling shutter. Moi je sais qu'il est à 14,1 parce que j'ai regardé sur un site web tout simplement, mais sinon il y a une explication dans la doc comment faire. La caméra brand c'est Fujifilm. On auto-calibrate. On peut constater que je ne sais pas si ça fonctionne. Voilà, 0,78, on voit que notre cible est plutôt bien faite et ça fonctionne. On voit que nos lignes, elles sont bien droites quand on est sur du coup les points de calibration. Les points de calibration, du coup, il en a pris 15 et n'oubliez pas qu'il y a le petit advance, il y a toujours des petits menus comme ça cachés où du coup il y a plein de trucs à régler. Tout ça, c'est parfait. Ensuite, du coup, on exporte ce qu'on vient de faire. Et quand on l'exporte, ce qui est intéressant, c'est de le mettre directement, du coup, d'abord on l'exporte sur le bureau, donc par exemple Caliblawa. Voilà. On peut cliquer pour la soumettre. Moi, je vais pas le faire parce que je l'ai déjà fait en fait. Donc ensuite, on va aller dans notre bureau récupérer notre calibration. Donc on fait un petit couper, copier ou ce qu'on veut. Copier. On va dans application. Donc sur Windows, j'imagine que c'est là aussi où l'application est rangée. On va dans Giroflow, on ouvre le paquet Content, Ressources, Caméra Preset, et là on a Fujifilm et on peut le poser là. Vous voyez, là je l'avais déjà posé. Et voilà, c'est comme ça qu'on peut ensuite faire pour... Donc je vais quitter le logiciel Giroflow pour le rouvrir proprement et retrouver la calibration. Une fois qu'on est dans Giroflow, du coup, on va mettre une vidéo. Donc c'est encore une fois en haut à gauche, on va chercher notre vidéo. Donc moi je vais choisir celle-là. La vidéo se charge, elle est là, elle est belle, elle est toute bien. Donc cette vidéo a été tournée au Laowa. Du coup, l'avantage d'avoir mis la caméra calibration dans le dossier, c'est que on peut la retrouver là directement. Elle est là, la mienne. On voit Florent Kurk, c'est la mienne. Ensuite, du coup, on ouvre les motion data. Moi, je l'ai ici. Alors, il y a un filtre passe-bas qu'on peut activer ou pas, ça sert à enlever les micro-vibrations. Le gyro-bias, ça sert à recaler un peu tout simplement l'image. Mais le plus important, c'est l'IMU rotation ou la rotation. C'est que si vous ne mettez pas la GoPro ou n'importe quel, votre téléphone ou n'importe quoi dans l'axe de la caméra, donc en fait, si le capteur gyroscopique n'est pas axé avec du coup la caméra et les mouvements sont
pas dans le bon sens, en fait ça va stabiliser n'importe comment. Et donc ce qu'il faut savoir, c'est que X, Y, Z, c'est l'orientation de base en majuscule. Si on met tout en minuscule, ça inverse tout. Et si on met tout, enfin si on met Z, Y, X, le Z se retrouve à la place du X et vice versa. C'est-à-dire que là, X, Y, Z, là, X minuscule Y, Z, et là comme ça par exemple, le Z est à la place du X. Alors, une fois qu'on a fait tout ça, donc moi c'est la GoPro, il n'y a pas besoin, on peut faire l'autosynchronisation. Donc généralement, alors je vais annuler. On peut faire l'autosynchronisation. Normalement, les presets de base sont largement bien. Moi j'aime bien mettre 2 points de synchronisation, vous allez comprendre pourquoi. On tape sur autosynchronisation. Donc vous voyez que les mouvements se dessinent ici. Vous voyez clairement que ce mouvement-là correspond à cette courbe-là. Et du coup, le logiciel va automatiquement recaler du coup, ce mouvement-là sur cette courbe. Et ça sera à peu près 4,6 secondes. Parce que j'ai déjà fait et aussi parce que je sais que j'ai enregistré 4 secondes plus tard. 4600 exactement. Donc ça, c'était au niveau de la synchronisation. Ensuite, on a la stabilisation. Donc la stabilisation, il y a le field of view, la vue qu'on voit. Donc le carré qu'on voit, c'est la field of view de 1. Il va y avoir la stabilisation qu'on va prendre. Donc pas de stabilisation, une par défaut. Plane 3D, c'est plus fait pour des mouvements vraiment qui vont tout droit ou à droite. Donc c'est juste des algorithmes, vous pouvez créer le vôtre. Smoothness, c'est la puissance de stabilisation qu'on va ajouter. Donc là, ça bouge un peu en haut à droite. Et là, c'est vachement plus stable, vachement plus smooth. On fait Advance, on peut stabiliser donc la smoothness. Donc la smoothness, c'est le taux de stabilisation. Donc on peut le faire par axe, pitch, yaw et roll. Voilà, les axes. On peut faire une seconde passe de stabilisation avec, cette fois en seconde, augmenter la smoothness max en seconde et surtout avoir une smoothness, donc la stabilisation à haute intensité. C'est-à-dire si on tourne comme ça, en fait, le logiciel va se dire c'est une haute intensité, du coup la stabilisation à ce moment n'est plus de 2 secondes mais est de 0,04 secondes. Donc en fait il va suivre le mouvement au lieu d'avoir l'image qui fait ça doucement, donc qui est dans le noir. Et ça c'est très important pour le dynamic zooming que vous avez juste en dessous. En fait dynamic zooming, c'est-à-dire qu'il va zoomer pour ne pas avoir de noir dans l'image. Donc il va toujours zoomer de manière dynamique à éviter d'avoir les bordures noires par rapport au plan initial. Je vous montre les bordures noires, ce que c'est quand on enlève le field of view, c'est les bordures noires que vous voyez autour là. Voilà. Du coup, si on dynamic zoom, il va zoomer pour ne pas avoir ces bordures qui viennent. On remet l'image de base. Si on met un static zooming, il va zoomer au maximum, donc à 193. Et c'est là où la stabilisation à haute intensité rentre en jeu, parce que si on met 0,2, il n'y a plus que 143% de zoom. Si on met 0, en fait, il va presque pas zoomer parce qu'il va presque pas stabiliser, du coup à haute intensité, il va même pas du tout stabiliser. Donc c'est comme ça qu'on va régler du coup le zoom. Moi j'aime bien dynamique, ça marche bien. Un truc juste au-dessus, c'est Horizon Lock, c'est le blocage d'horizon. En fait tout simplement c'est comme sur un gimbal, l'horizon il est bloqué, ça veut dire que l'horizon va toujours être droit quoi. Et on peut régler simplement, on peut corriger l'angle du coup de base. Et le reste, je ne l'utilise quasiment jamais. On peut voir que le rolling shutter est 14,1, ce qu'on avait mis dans le preset d'objectif. Voilà, tout ça c'était assez intéressant. Sauf que j'ai oublié de vous parler d'un truc qui est génial, ça s'appelle le keyframing. Donc on peut faire un clic droit, regardez les clics droits un peu partout, et on peut autoriser le keyframing. J'ai dans ce plan-là un truc assez intéressant, c'est là j'ai des feuilles qui passent devant l'objectif. Donc là, par exemple, là j'ai des feuilles qui tapent l'objectif. Donc j'ai déjà autorisé le keyframing. Comme vous voyez sur l'écran en bas, ça fait du coup une image. Donc là, on passe de 100 à 0. On va jusqu'à l'autre feuille. On va passer de 0 à 100. Voilà. Et du coup maintenant, si on regarde ce plan, c'est stable.
c'est plus stable du tout parce qu'il n'y a plus du tout de stabilisation, c'est plus smooth, et c'est restabilisé. Voilà comment on peut l'utiliser. Si on veut exporter juste cette partie-là, il y a les points d'entrée et points de sortie, donc ils appellent ça trim. On peut faire avec les touches I et O comme un logiciel de montage normal, et on pourra exporter juste cette partie. Exporter qui nous vont dans les settings d'export. Là, vous pouvez exporter comme vous voulez avec les settings que vous voulez, c'est assez clair, je ne vais pas passer longtemps dessus, donc il y a du ProRes, du H264, H265 et ainsi de suite. On peut faire la taille, et il y a des menus avancés où on va pouvoir avoir notamment la langue pour le mettre en français ou en anglais, le thème noir ou light, voilà. Et avec tout ça, il nous manque un petit truc, c'est deux petits trucs. C'est qu'ici vous pouvez du coup faire un clic droit là-dedans, faire des autosync à la main, tout simplement. Guess IMU orientation, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. En fait, le logiciel peut réussir à retrouver lui-même l'IMU, du coup l'orientation de votre capteur gyroscopique par rapport aux données de mouvement caméra. Il peut estimer le rolling shutter. Alors là, par contre, il faut lire la doc parce que c'est pas si simple que ça. Et estimer le gyrobias. Le gyrobias, c'est un décalage qui se passe dans le temps, du coup, généralement pour l'estimer. Donc il l'estime au niveau du point de la tête de lecture, et du coup pour l'estimer vaut mieux être sur un endroit où il n'y a pas trop de mouvement pour qu'il l'estime bien. Donc je remets mes points d'entrée et mes points de sortie, et là on peut créer un settings. En fait, le settings, il va prendre tous les réglages qu'on vient de faire et dire voilà, c'est ce qu'on applique. Du coup, ce settings, on pourra ensuite l'appliquer tout le temps, partout. Si vous le rangez là où j'ai rangé les profils d'objectifs, on peut ensuite le retrouver dans la search box. J'en ai un par exemple des settings, moi, c'est l'AOA 9 mm test, vous voyez, il y a marqué preset. Donc en fait, j'ai exporté un settings et je l'ai mis là-dedans. Ensuite, on peut ajouter à la queue de rendu, donc moi c'est ce que j'aime bien, il propose de renommer, oui on va renommer parce que j'ai déjà fait un rendu sur cette vidéo, donc la tiré-bas stabilisation existe, donc il fait tiré-bas stabilisation, tiré-bas 1, si vous voulez faire un autre, 2, 3, 4, 5, comme vous voyez on peut faire plusieurs rendus par vidéo. On peut mettre du coup les settings de ce projet, de cette vidéo là, sur toutes les vidéos qui sont dans la queue de rendu, et on peut exporter les projets et ainsi de suite. Pour afficher et cacher la queue de rendu, c'est là. En bas à droite de la queue de rendu, on a un petit truc bleu comme ça où on peut mettre le nombre de rendus en parallèle. À gauche, qu'est-ce qu'il faut faire à la fin du rendu, et puis voilà. On peut check ça. Ciao! Je me vois par contre. Je sais même pas si j'ai la mise au point, et du coup, c'est un peu gros pour faire un vlog comme ça. Et du coup, ça me fait trembler de ouf. Bon, on verra ce que ça donne.